d'un tout autre sujet, c'est cette affaire Vincent Lambert. Alors c'est maintenant peut-être dans un autre centre de soins que l'homme de 42 ans, tétraplégique, va être transféré. Il est actuellement toujours à l'hôpital de Reims. Les soins et l'alimentation et l'hydratation ont repris ce matin après la décision de la Cour d'appel de Paris. Mais ce coup de théâtre juridique d'hier est loin de tout régler. C'est le ministre de l'Agriculture, alors ça peut surprendre qui en parle. On a choisi cet extrait parce que justement il parle de cette loi qui, selon lui, ne règle pas tout. Ce que l'on voit là, c'est la faillite du système, la faillite de la loi Claes-Leonetti et le fait que l'on n'arrive pas à aller au bout de ces sujets. C'est vraiment quelque chose de profond qui touche au plus profond de soi-même, qui touche pour certains à la religion, pour d'autres à des convictions. C'est ça qui est terrible. Moi, je pense à ce pauvre homme qui est tétraplégique et à une famille qui se déchire. C'est à ça qu'il faut penser. C'est pour ça qu'on voit bien que ce n'est pas une loi qui règle forcément le problème. Olivier Duhamel, vous êtes quand même le jury sur ce plateau. La loi, nous dit le ministre, elle ne règle pas tout. Et pourtant, hier, on a fait, alors ce n'était pas la loi Leonetti en tant que telle, c'était une décision de droit qui a fait autorité. C'est un des deux problèmes que me pose cette question très lourde. C'est la contradiction de décision en droit entre le Conseil d'État et la Cour d'appel de Paris. Je pense qu'il y a une sorte de compétition un peu malsaine entre ces juridictions, qui est liée au fait qu'en France, vous avez dualité de juridiction, donc vous n'avez pas un système unifié. Administratif et judiciaire qui se... Absolument, administratif et judiciaire. Et c'est quand même un problème quand, d'un côté la plus haute, deuxième, la seconde plus haute, la Cour d'appel de Paris, disent des choses contraires sur le même sujet. C'est un peu ennuyeux. La deuxième chose, c'est que... Je trouve ça terrible, l'ampleur de la médiatisation autour de cette histoire, qui est une histoire tragique mais personnelle d'une famille. Et donc ça me gêne qu'on se déchire là-dessus, qu'on s'engueule là-dessus, qu'on commente ça, qu'on se surexcite dans un cas et dans l'autre, qu'on commente parfois comme si c'était un match de foot. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui me heurte. Je trouve que ça devrait rester... Mais en revanche, les citoyens et tous ceux qui nous écoutent devraient en tirer une leçon très claire. C'est quelles que soient les limites ou pas de la loi Claes-Leonetti, il existe les directives anticipées, c'est-à-dire qui consistent à écrire à l'avance ce qu'on veut qu'il soit fait de nous s'il nous arrive des choses médicalement tragiques ou très lourdes. Et c'est très 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 facile. Vous allez sur Internet, vous tapez directives anticipées, il y a même des modèles qui vous sont donnés. Il n'y a rien de plus simple. Alors, il y a aujourd'hui une toute petite minorité, je crois, de Français, enfin qui l'ont effectivement. 20%. C'est un traitement, c'est l'alimentation, l'hydratation, c'est des soins. Donc, non seulement il faut pouvoir donner des instructions de son vivant, mais si on ne les donne pas, il faut aussi peut-être pouvoir désigner, si vous arrive quelque chose dans la vie, qui est votre... l'interlocuteur auprès de l'équipe médicale, quoi. On peut dire que c'est ma mère, c'est mon père, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon mari. Mais je pense qu'il y a aussi... Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas forcément, et puis c'est pas évident de décider. Enfin, je pense que dès qu'on touche à des questions aussi humaines et sensibles de vie et de mort, voilà, la loi ne suffit pas. Il y a aussi à un moment donné la conviction. Il n'est pas question de mort, il n'est pas à l'article de la mort du tout. Non, Alexis nous le rappelait, ce n'est pas quelqu'un en fin de vie. Mais en même temps, comme le disait aussi Olivier, ça fait 11 ans qu'il est dans cet état. Oui, mais quand je vois la photo de Vincent Lambert, que je regarde ses yeux, voilà. Vidéo, d'ailleurs, ça c'est pas l'extrait de la vidéo, mais la vidéo qui a été assez... Je connais moins bien cette affaire que l'autre dont on s'est remis à reparler dans les médias, qui est celle de l'ancien footballeur international Jean-Pierre Adams, qui est, lui, à domicile. Et son épouse, ses enfants, ses petits-enfants, disent, et il manifeste très sensiblement sa joie, son bonheur, quand on vient le voir, on est là auprès de lui, et on vit cette vie familiale compliquée, mais on la vit avec lui, il n'est pas question, oui, ça dure depuis plus de 20 ans. Ça dure depuis plus de 20 ans. On ne sait pas. Il est immobile. On ne sait pas. Moi, j'ai lu deux témoignages totalement opposés. J'ai lu un témoignage de quelqu'un qui disait qu'il y avait un vrai regard et qu'il pleurait, et j'en ai lu un autre qui disait que absolument pas, quand on est dans le truc, ce ne sont pas des larmes de tristesse, c'est absolument opposé. Donc on n'en sait rien. Non, mais on voit, il y a quand même, on voit des... On ne va pas se prononcer sur des visages qu'on n'a pas vus. Non, mais c'est pour ça que les larmes, c'est difficile à dire. Mais moi, j'ai vu ce matin un certain nombre de vidéos qui sont sur Twitter, que tout le monde peut voir.
je ne parle pas des larmes, parce que les larmes, c'est vrai on peut projeter ses émotions dans un regard, mais on le voit qui regarde, qui déglutit quand on le nourrit, qui suit des yeux et qui fait des grognements quand on lui parle. Donc, je veux dire, je ne sais pas ce qu'il ressent, mais ce qui est sûr, c'est quand on voit ce garçon-là, on voit bien que c'est un être humain qui est vivant. C'est pas du tout un légume. C'est-à-dire qu'on nous dit c'est un légume, non, c'est pas un légume du tout. Alors l'autre question, c'est est-ce qu'il souffre, est-ce que sa vie vaut la peine d'être vécue? Mais le problème, c'est qu'on n'en sait rien. Le sentiment qu'il donne, mais je veux pas, mais on a l'impression que c'est une sorte de bébé. C'est-à-dire que un bébé ne peut pas s'exprimer, mais il a quand même des émotions. Il ne souffre pas d'être un bébé. Mais on n'en sait rien s'il a des émotions. On n'en sait rien d'ailleurs. Mais en tout cas, on voit. Oui, non, mais c'est pour ça. On projette beaucoup, je pense. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que quand on dit dans un coma profond, dans un état semi-végétatif. Non, semi-végétatif, il n'est pas semi-végétatif. On le voit sur les images, il n'est pas du tout végétatif. Il ne parle pas, il est immobile, mais les médecins, il y a des choses qui se passent. Il y a quand même eu plusieurs collèges de médecins qui se sont prononcés. Est-ce que ce n'est pas aussi un peu un signe des temps de remise en cause, alors à tort ou à raison, de la science, en disant les médecins ont pu dire ça, mais nous, on ressent ceci, on pense que ça. Je crois que le ministre de l'Agriculture a raison. La loi ne peut pas tout, la science non plus. On a tous dit que, au fond, ce qu'éprouve cette personne Lambert, on n'en sait rien. Il y a un journal qui n'est pas si mauvais, qui s'appelle Le Figaro, son éditorialiste d'hier disait, donc il y a un doute, Étienne de Montetti, notre ami Étienne, il y a un doute, et là, je parle sous le contrôle du juriste, Olivier, en droit, le doute doit profiter à l'accusé. Laissons-le vivre, parce que c'est quand même lui donner la mort. Et moi, je regarde ces yeux, là, la photo que vous avez produite tout à l'heure, je ne veux pas qu'il meure, parce que je sais très bien qu'un espèce de nihilisme scientiste, un peu prométhéen, vers où ils veulent nous amener. On sait bien, parce que les mêmes veulent aussi fabriquer une dynamique. Dans cette critique dont vous parlez de la science, on dit oui, après tout, les médecins, il n'y a pas que les médecins. Mais enfin, sans la médecine, sans la science et sans le progrès, ça fait longtemps qu'ils seraient morts. Oui, bien sûr. C'est quand même le grand paradoxe. C'est le paradoxe. Donc ils font ça contre le progrès, mais sans le progrès, il n'y aurait plus de Vincent Lambert depuis longtemps. Quelques réponses en tout cas, commentaires de nos internautes. Déjà la question, vous demandez, selon vous, la loi peut-elle répondre à l'affaire Vincent Lambert? Vous êtes 62%, 2 tiers d'entre vous pensent que non, un peu moins. Volpassu toujours nous dit pourquoi plusieurs juges avec les mêmes rapports médicaux donnent des résultats différents. Ça revient à ce que vous expliquiez au début, Olivier, d'un côté le Conseil d'État, hier la Cour d'appel de Paris. En fait, parce qu'il y en a qui considèrent que l'avis du comité sur le handicap des Nations Unies, comme on l'a ratifié, nous doit s'imposer à nous, alors que d'autres, c'est pas contraignant. Considèrent qu'il n'est pas contraignant, donc c'est un désaccord. C'est là-dessus que ça se joue. Mais sur des cas comme ça, il va éviter d'être en désaccord. Quand ils sont en désaccord sur l'interprétation d'un bail rural pour savoir qui va quoi, c'est pas dramatique. Quand ils sont en désaccord sur une affaire qui touche aussi profondément les gens, c'est embêtant. Ils ne sont pas, en tout cas pas explicitement, en désaccord sur le fait même, enfin sur le sujet. Le désaccord porte sur la valeur d'une norme par rapport à un traité. C'est pas sur. Mais avec pour conséquence dans un cas. Non, mais bien sûr. Mais blanc et dans l'autre noir. La divergence ne porte pas sur le cas Vincent Lambert. Elle porte sur les normes. La valeur de la norme. Mais c'est souvent comme ça le droit. Et R34 nous dit, et ça sera peut-être la conclusion, cette affaire aurait dû rester dans la famille. Directive anticipée. Et Alexis, je compte sur vous en ce qui me concerne, aucun doute. Vous prenez l'interprétation la plus vive. Je vous laisserai en vie. Non, ne me laissez vivre dans aucun cas, ce serait vraiment tellement méchant de votre part. Je m'occuperai de vous. Alors, encore un petit peu d'énergie pour parler de l'affaire Huawei. Alors, c'est bien une guerre froide. Huawei. Vous êtes sûr? Je peux dire à la conférence tous les matins, quand je dis Huawei, on me reprend. Huawei. C'est bien donc une guerre froide technologique qui est lancée entre les États-Unis et la Chine. Ces États-Unis qui ont interdit aux entreprises américaines, et à commencer par Google, de vendre leurs produits au Chinois Huawei. Ce matin, on apprenait que les Américains donnaient un sursis de 90 jours avant d'appliquer ces sanctions. Mais compte tenu des enjeux commerciaux, mais également technologiques, on comprend que c'est grave, même si on n'a peut-être pas tous les tenants et les aboutissants. Cette méthode de Trump du coup de poing sur la table, Valérie Toragnan, finalement, ça paye?
Je crois que la méthode Trump, il l'a dit dans son livre célébrissime, L'art du deal, la méthode Trump, c'est pas tant que c'est un protectionniste, c'est pas un vrai protectionniste. Trump, il n'a pas d'abord autant de, je pense, de pensée et de convictions profondes que ça. En revanche, le deal, il sait ce que c'est. Un deal, il sait ce que c'est. Et je pense que tout ce qu'il fait, il le fait en pensant, j'avance mes arguments, j'avance mes atouts, j'intimide, j'impressionne. Mais on commence à la connaître, la méthode, parce que c'est toujours comme ça. C'est je commence par taper un grand coup, puis après je recule un peu. Il risque de se passer ça aussi, parce que si à un moment donné, la sanction, la pénalité pour les entreprises américaines s'avère trop lourde, si ça devient contre-productif, il est suffisamment, il a pas d'état d'âme, il changera. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas quelqu'un qui veut absolument protéger et se mettre dans un bras de fer et écraser la Chine. Il a aussi besoin de la Chine. Et puis la Chine, elle a des moyens.